Bonjour YouTube, bonjour Twitch. Waouh. Cette pause incroyable, merveilleux. On se retrouve pour cette nouvelle émission de Time Out. Je suis en compagnie de Alex Ramirez et Pénélope Bagieux. D'ailleurs, j'ai inversé vos pseudos. C'est voilà, tout le monde va être perturbé, je pense. Hein. Du coup, Time Out, qu'est-ce que c'est? Je vais présenter l'émission et après je vous laisse vous présenter. Donc Time Out, c'est une émission hebdomadaire sur Twitch avec à chaque fois deux invités du monde du jeu vidéo, de la presse, du stream, du développement, des artistes de manière plus générale. C'est votre cas aujourd'hui. L'idée, c'est de vous poser des questions assez perso et assez deep, en sachant que l'idée, c'est vraiment pas de vous mettre mal à l'aise, mais au contraire d'aborder des sujets dont on parle pas assez ou qui sont tabous. Mais du coup, si jamais il y a des questions à un moment où vous vous dites « Oula, je me sens pas de répondre », il n'y a aucun souci, vous pouvez dire tout simplement « Joker ». Et on passe à la question suivante. Et du coup, les invités de ce soir sont Pénélope Bagieux et Alex Ramirez. Tu sais, j'ai beau le savoir, je me trompe, c'est terrible. Est-ce que tu veux commencer, Alex? Qui es-tu? Je commence avec plaisir. Je suis un ami de Pénélope Bagieux. J'aurais dû mettre ça dans ta bio. Entre autres. Sinon, je suis comédien, humoriste, auteur et je fais très bien les crumbles à la mangue. J'ai actuellement un one-man show. On dirait que je fais un entretien d'embauche. Alors, je suis hyper motivé. Moi, il s'avère que je suis perfectionniste, ça c'est sûr. One-man show, je fais des vidéos sur YouTube, Instagram, TikTok. Et oui, je suis de cela. Je m'y suis mis. Et que dire de plus? Non, voilà, j'écris des trucs où c'est principalement drôle. Dans lequel c'est principalement drôle. Mais pas que. Du coup, Pénélope, qui es-tu? Dis-nous tout. Je suis autrice de bande dessinée. J'ai fait des BD. J'ai fait une BD qui s'appelle Sacrée sorcière, qui est une adaptation de Roald Dahl. Avant ça, j'avais fait deux BD qui s'appelaient Culottés. Et avant ça, d'autres BD qui s'appelaient California Dreaming. Et puis en fait, d'autres que je ne saurais pas tous les dire, parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Et voilà. Et sinon, moi, c'est un peu tout. Hein. Je ne fais pas trop 1000 choses comme Alex. Donc, parce que tu les fais bien. Oh non, un peu tout. Genre. Mais tu sais, donc il est sympa. Non, sinon je fais des Lego, c'est pas mal. Et, du crochet? Non. Non, je brodais l'an dernier et c'est complètement passé. Mais j'y reviendrai quand il fera froid et moche, je sais. Et sinon, non, je des trucs mais qui ne sont pas du tout professionnels, quoi, que j'aime bien faire. Je suis une personne à hobby, clairement. Je suis une personne à activité extrascolaire. Hein, donc je fais 1000 trucs, mais en travail, je fais vraiment que des livres. Et si, justement, je suis aussi dans une émission de jeu de rôle qui s'appelle La Bonne Auberge, le premier dimanche de chaque mois, dimanche qui arrive d'ailleurs, sur la chaîne du Bon Nerd. Et c'est super. C'est super qu'on connaisse le jeu de rôle ou pas. Voilà. On joue à Donjons et Dragons et c'est super. Ah bah, trop cool. Hein. Le JDR, c'est trop bien. Moi, j'ai redécouvert il n'y a pas très longtemps et j'avoue que je kiffe. Et c'est très très bien masterisé par Lucien Men, qu'on embrasse, avec qui je fais du jeu de rôle depuis près de 20 ans. Donc, we go way back, comme on dit. Et c'est vraiment un super MJ, donc c'est toujours cool, même adulte. Quelle est la personne qui vous inspire le plus? Pénélope Bagieux. J'en étais sûre. C'est lèche-botte. La personne qui m'inspire le plus, mais ça dépend des moments, je crois. Qu'est-ce que t'appelles, parce qu'on dit toujours ça, qui t'inspire, mais en fait, c'est quoi qui t'inspire? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Qui te... Ça peut être une personne qui te motive, qui te donne envie de te lancer dans quelque chose, ou de te réaliser. Ouais. Bah, je sais pas si c'est ça, inspiré, mais moi, j'ai bouffé avec ma sœur avant-hier. Ce que je fais quand même tout le temps, mais là, ça faisait longtemps que je l'avais pas vu. Et j'en suis ressortie en me disant, comme à chaque fois quand je vais à ma sœur, oh, bon, en fait, rien n'est grave, tout va s'arranger, c'est super, allez, go et tout. Ma sœur, c'est vraiment la personne qui injecte le plus de ça va aller, tout va bien se passer, c'est cool et tout. Et à chaque fois, je repars de là comme si j'avais fait une nuit de sommeil, quoi. Et les cancers aussi. C'est très bien, les cancers. C'est les meilleurs. Vraiment, pour moi, c'est vraiment la gentillesse pure, le cancer, vraiment. Yes. Et des gens qui sont sincèrement empathiques, quoi, qui sont vraiment genre oh là là, le pauvre, il va pas bien, il faut que je l'aide et tout, mais sans calcul. C'est pour ça que je les aime beaucoup.
toi, après, tu te reconnais là-dedans? Oui, l'empathie, oui, non. Et le manque de calcul, oui, des fois, oui. Après, je te dirais, j'ai pas l'impression d'être une boule de générosité ou est-ce que je me protège. Mais en tout cas, oui, c'est clair que. Cancer, ascendant fragile. Ascendant sensible. Le confinement m'a apporté que j'avais plus envie de me faire chier avec des gens qui étaient moitié potes, moitié étaient là, tu sais pas trop, et prendre soin. Donc ça a réduit, mais prendre soin que des gens là comme ça, parce qu'ils méritent, quoi, je trouve. Voilà. Bon, et qui t'inspire alors, parce qu'on Moi, qui m'inspire, Michel Gondry, un peu. Michel Gondry, il m'inspire dans le sens où maintenant il fait ses trucs sur Instagram avec des petits papiers découpés, et en fait tu sens qu'il s'éclate tout seul et dans son appart, et je me dis, un peu en stop motion, et je me dis, je sais pas, ça me donne toujours un petit, parce que j'aime bien ce qu'il fait, ça me donne toujours un petit peps un petit peps vas-y, enfin je sais pas, de créer comme ça. Sinon, une personne, ouais, je dirais lui aujourd'hui. Quels sont les traits de personnalité que vous avez hérités de vos parents? Alors, moi, je dirais, mon père, c'est le côté sensible, c'est le côté cancer, parce qu'il l'est aussi. C'est le côté, ah là là, les nuages, je peux pleurer si je regarde, si je pense à un nuage. Ah ouais? Génial d'avoir un père comme ça. Ah, j'ai trop du mal à imaginer la figure paternelle qui est sensible, justement. Il n'y a pas de figure paternelle, c'était quasi un troisième enfant, hein, pour ma mère, je pense. Donc, très cool. Comme ça. Pour elle, je sais pas, mais ouais, en tout cas, non, ils sont toujours ensemble et tout. Et de ma mère, c'est le côté, je le vois, mais ça ressort, mais c'est quand je suis en couple, et vraiment, j'ai l'impression d'être ma mère. C'est-à-dire que le côté de réagir au tac, de dire, ouais, mais ça, justement, parce que mon père était un peu à l'ouest, et peut-être que je me suis trouvé un mec pareil. Et ça, non, mais ça, c'est machin. Et alors, et cette chaussette, alors, comment ça se passe? Elle est restée là toute la journée, et je suis hyper dur. C'est pas Versailles, hein? C'est pas Versailles, et puis surtout, je suis hyper dur, sec et un peu râleur, mais seulement dans. Et ça, c'est ma mère. Ah, c'est trop marrant. Moi, je serais pas. Je pense que je suis déter comme ma mère. Ça, un peu élever la graine de champion, quoi. Donc ça, on a été très. Pas de répit. J'ai vraiment hérité ça de ma mère. C'est genre te pousser à toujours faire plus, battante un peu? Ouais, à fond. Et puis surtout. Un rapport particulier à la réussite et à l'échec qui est la réussite est une évidence. Voilà. C'est pas genre waouh, bravo, c'est oui, bah encore heureux. Voilà. Donc, ah ouais, donc la pression quand même un peu. Non, justement, c'est genre bon, bah de toute façon, c'est forcé de marcher. Donc voilà. C'est un non-événement. Et l'échec n'existe pas. Donc ça, j'ai quand même été élevée comme ça. Ça a aussi ses limites, hein, comme éducation. Mais du coup, ça t'a pas... Vous voyez de quoi je parle? C'est compliqué d'être élevé comme ça aussi. Mais toi, maintenant, t'as ce trait de caractère-là? Je l'ai avec moi-même, quoi, vraiment. C'est-à-dire, il n'y a pas de waouh, je me dis jamais waouh, bravo pour ce que tu as accompli. Je me dis, bah, enfin, normal quand même. Choses, et l'échec n'existe pas. Oui, quand il existe, c'est le bug total. Oui, je suis vraiment genre, je ne comprends pas ce qui se passe, je ne comprends pas, ça n'arrive jamais, je ne comprends pas. Mais donc, du coup, tu dois t'infliger un truc super dur, que si jamais un truc marche pas, tu dois te dire genre, mais c'est pas normal, je sais pas. Tu veux dire quand quelque chose ne marche pas pour moi? Ouais, si jamais, ouais, pour toi ou pour les gens autour de toi, non, j'ai une clémence infinie pour les gens autour de moi. Ah oui, c'est que pour toi du coup. Ah non, au contraire. Moi, je suis vraiment la trouveuse d'excuses de tout le monde. Non, c'est pas. Tu sais, parce que je me dis toujours, ça c'est un truc. Je me dis toujours, on sait pas ce que les gens traversent dans leur vie, et j'imagine toujours le scénario horrible. Mais vraiment, quand je marche sur le pied dans la rue, je me dis, genre une meuf me hurle dessus dans la rue, je me dis, peut-être qu'elle a fait une fausse couche. Peut-être quand. Et du coup, je me dis, sois gentil. On sait pas, tu vois, on sait pas les trucs. Et je me dis toujours, les pauvres, tout le monde les pauvres, tu vois. Pas le droit, les pauvres, c'est moi. Alors moi, c'est vraiment genre, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Toujours des excuses, lève-toi. Moi, vraiment, je suis l'instructeur de la Légion étrangère avec moi-même. Et ça fait peu de temps, ça rentrait dans la thérapie, ça fait peu de temps que parfois, je tente pour voir ce que ça fait l'indulgence, en me disant, et si aujourd'hui, je foutais rien? Et je me dis, oh wow, et vraiment, et j'ai une petite voix qui me dit, ça va pas, lève-toi. Et je me dis, non, rebelle, je vais rien foutre, on va voir comment ça fait. Évidemment, bah, c'est chambé, parce que ne rien faire, c'est super, tu vois. J'ouvre ça un peu sur le tard. Et par exemple, tu vois, bah, c'est quand Alex est arrivé tout à l'heure, j'étais en train de faire des Lego. Ça aurait été impensable il y a 5 ans, tu vois. Je me serais dit, t'as rien de mieux à foutre?
t'as rien mieux à foutre que faire des Lego. Et là, je me disais, qu'est-ce qu'il y a? Ouais, je fais des Lego. Parce que maintenant, je me dis, en fait, j'ai mérité. Ouais. C'était très, très long. Et qu'est-ce que c'est mieux de se dire ça maintenant, de me dire, et si tout simplement, je faisais une grasse mat? Et si tout simplement, je faisais des Lego? Mais ça a été tellement long pour me dire ça, parce que j'ai hérité de ma mère rien n'arrive tout seul. Il faut, c'est une lutte. Il faut tout le temps être en lutte, tu vois? Et ce que j'ai hérité de mon père, j'ai pas hérité de traits de caractère de mon père, mais j'ai hérité d'appétence pour des trucs. Genre, mon père, c'était parce qu'il est mort, mais c'était vraiment un archi méga fan de musique qui m'a fait écouter de la musique quasiment de force depuis le berceau. Pas de force dans le sens truc que j'aimais pas, mais à me proposer tout le temps des trucs jusqu'à ce que je trouve des trucs que j'aime. Il était vraiment. Et donc, c'est une énorme part de ma vie, la musique, vraiment. Et ça, c'est 100% mon père. Vraiment. Ça, les instruments qui traînaient dans la maison pour que j'essaye des trucs, c'est pour ça que j'ai joué 14 instruments dans ma vie, tu vois. Ça, c'est vraiment mon père. Donc, c'est cool. Et l'autre truc que j'ai hérité de ma mère, quand même, je dois bien lui rendre ça, c'est l'amour des belles images et du beau dessin et des beaux trucs, parce qu'elle avait énormément de très beaux livres pour enfants à la maison, en libre accès, tout le temps, toute ma vie, et que vraiment, j'ai passé mon enfance dedans, quoi. À me dire, ah, c'est pas mal les beaux dessins. J'aimerais bien en posséder plein dans un premier temps et dans un deuxième temps en faire plein. Donc ça, c'est quand même merci maman aussi, quoi. Quel élément de votre éducation vous ne voudriez pas reproduire? Ben franchement le même. La déterre tu vas forcément réussir, parce que moi j'observe les modèles que je trouve mieux que le mien, en parlant beaucoup avec mes amis adultes. Pour essayer de comprendre ce qui marche mieux chez eux que chez moi. Et souvent, c'est que les parents ont fait un truc mieux que moi, mes parents ont fait. Et ma mère a fait plein de trucs super et tout ça à ce niveau-là. Mais je pense que dire aux enfants, même si ça part d'un très bon sentiment, mais évidemment que tu vas réussir, en fait, c'est leur donner l'impossibilité d'échouer et de se sentir des merdes s'ils ratent. Et c'est aussi ne pas valoriser la réussite. Alors, j'explique. C'est que ça veut dire que du coup, quand tu réussis un truc de dingue, au lieu qu'on te dise waouh, félicitations, mais tu t'es donné vachement de mal, tu as beaucoup travaillé, bravo, on te dit j'en étais sûre, t'es la meilleure. Tu dis ouais, mais en fait, j'ai bossé à fond et ça, personne ne le voit, quoi. Et moi, je trouve ça cool de valoriser l'effort, la réussite, réjouir et pas juste te prendre comme acquis que évidemment tu vas y arriver, parce que du coup, tu t'interdis l'échec quand même. Et ça, c'est long de s'en défaire. Donc, ce que j'aimerais bien ne pas reproduire, moi, c'est cool de dire bravo, t'as réussi, je suis fière parce que vraiment tu t'es donné du mal, c'est génial, mais t'aurais pu aussi rater, ça aurait été pas grave. La possibilité de l'échec, c'est quand même. Ouais, c'est vrai, c'est important. C'est important de se vautrer. On apprend beaucoup aussi avec l'échec aussi. Ça fait partie des étapes, c'est normal de foirer. C'est pas grave, hein. Et surtout de dire tout le monde foire, t'inquiète. C'est vrai. Moi, je suis un peu dans la phase où c'est l'inverse. Je me dis, ah ouais, ça c'était trop bien. Ça, si j'ai un enfant, ça je le referai. Ça, c'est bien. Il y a peut-être plus un truc lié peut-être à la communication, où en fait, ma mère, des fois, était tellement dans le. Ah non, mais c'est tes histoires, je veux pas savoir, c'est tes histoires, que en fait, j'avais envie de lui dire des choses. J'ai envie de te parler. Ouais, exactement. Surtout en plus quand t'as envie d'aborder l'homosexualité et tout ça, c'est peut-être plus simple des fois de dire bah là j'ai rencontré un mec, nanana, tu vois, plutôt que de faire la grosse annonce. Et du coup c'était un peu comme il y avait un espèce de, c'était pas un tabou, mais qu'en gros c'était je veux pas ça, enfin voilà, vraiment cette histoire c'est pour te montrer que je suis maman, enfin tu vois, je suis maman cool, ouais, que voilà, ça me regarde pas, je vais pas demander, que des fois en fait du coup il y avait un peu un côté, j'aurais aimé, tu vois, qu'on me demande un peu plus pour que je dise bah écoute, ça c'est cool, ça c'est pas cool, que je raconte des trucs un peu liés à mon adolescence. Et c'est vraiment qu'on cherche, je trouve qu'il y avait pas une décontraction, il y avait un truc, c'était calé. C'est-à-dire que ma mère, je l'ai jamais vue, tu vois, au lit en train de dire non mais je sais pas, mettez-vous des céréales, je suis crevé, alors qu'elle aurait totalement pu, quoi. Donc c'était même un peu, je pense qu'elle n'était pas en représentation, mais elle tenait la barre du bateau de la famille plus que jamais, et il y avait un côté presque surhumain, quoi, plutôt qu'inhumain. Ouais, j'allais dire Wonder Woman. Ouais, c'est ça, en fait, il y a un côté où j'ai une image où elle est malade et du coup elle est bloquée au dos, elle est libre, c'est genre waouh, qu'est-ce qu'on va faire, tout s'écroule, quoi. Elle avait juste mal au dos, donc je levais, et tellement j'ai jamais vu au lit et qu'elle gérait tout, quoi. Donc c'est clair que
Et du coup, je serais peut-être un peu dur aussi, c'est que je me dis, je sais pas si les mœurs ont évolué aussi. En termes de niveau de vie, tout ça, je pense que je gagne un peu plus aussi que mes parents et tout. Et comme je viens d'un truc assez modeste, pour moi, d'un côté, c'est ce qui a fait que peut-être que je suis gentil, poli, machin, de pas avoir, tu sais, quand tu vas là-bas, ou de pas avoir ce jeu, ou de pas avoir la dernière console. Donc, alors que je pourrais, genre, je pourrais, je pense, l'acheter à mes enfants, mais je serais en mode non, trop facilement. Et je serais peut-être un peu trop dur, tu vois. Mais globalement, je trouve que c'est vachement dur de te défaire du modèle que tu as reçu parce que c'est une façon de critiquer ce que tu es devenu aussi. Quand tu dis, je sais que je ferais pas ça, après tu dis, n'empêche que mes parents l'ont fait et que je suis devenue ce que je suis, donc c'est bien. Tu vois, c'est dur de dire, Ouais, non, c'est vrai. moi je suis pas super, tu vois. Sauf si t'as des névroses ou des trucs en là, ils ont merdé. Oui, mais sinon, tu as tendance quand même à te dire, mes parents, en tout cas, ils ont fait ça, et en tout cas, sur moi, ça a très bien marché. Ouais. Et c'est vachement dur, c'est tellement. Ou alors tu fais l'inverse, et je trouve que l'inverse c'est encore pire. Tu vouloir faire à tout prix le contraire de tes parents. Voilà. Ouais, après, il y a souvent l'inverse aussi. Tu vas dire, mes parents, ils ont fait ça, c'était nul. Et du coup, tu vas faire l'inverse avec tes enfants et tu vas te rendre compte qu'en fait, t'as eu de la chance que ce soit l'inverse. Ouais, c'est bien. Question suivante. Qu'est-ce qui vous fait le plus peur? Là, moi, j'ai une vraie phobie, mais je la dis jamais, c'est ma règle, parce que sinon, ça me rend vulnérable à des gens qui peuvent s'en servir contre moi. Ouais. D'accord. Voilà, et sinon, moi, j'ai tout le temps peur que les gens que j'aime meurent. Tout le temps. Oh, c'est horrible. Sans faire de la psychanalyse de comptoir, c'est parce que mon père est mort hyper brutalement. Et du coup, j'ai un truc maintenant insupportable avec les gens de faut pas qu'on se dispute. Si jamais j'ai pas de nouvelles depuis longtemps, je me demande s'il aurait pas arrivé un truc. Si jamais il y a des trucs un petit peu trop scénario de film, genre je vais prendre cet avion, j'en prends un autre. Attends, j'ai un truc à te dire, mais je te le dirai quand j'aurai atterri. Je me dis oh putain, il va mourir. Ah oui, ouais, je vois. Pas partir fâché aussi, du coup. Putain, c'est l'enfer. Et j'ai tout le temps, pour moi, c'est un scénario tout à fait crédible tout le temps, le fait que les gens meurent. C'est possible tout le temps. Donc, c'est très compliqué. Waouh. Mais moi, j'ai ça un peu, mais sauf que si ça commence à m'embrigader, j'ai l'impression que déjà, ça va attirer le truc. Donc, il faut que je touche du bois. Ah ouais. Et si j'y pense, ça peut me déprimer, quoi. Si j'y pense. Donc, c'est pour ça que je suis genre en mode non, j'arrive à être assez vite. Non, justement, ma phobie, j'ai pas de phobie, en fait. Bah, après, j'ai le vertige. Et j'aime pas trop les. Ah, dernièrement, c'est vraiment, j'ai plus le cerveau pour les parcs d'attractions, les grands 8. Ah ouais. Le cerveau reptilien, il est parti. C'est-à-dire que je suis vraiment. Je veux contrôler, donc tout ce qui est chute et tout, je suis en mode. Je le fais, mais ça m'énerve de pas contrôler. Et vraiment, je suis en panique. Ou alors, pour pas avoir peur, je me crée un personnage. Et je fais, alors c'est parti, on y va, et on tourne. Et du coup, comme je m'imagine être quelqu'un d'autre, c'est ok. Ah ouais, ça marche? Si tu imagines être un autre personnage, ça t'arrive à ressentir moins des peurs ou quoi? Ouais, c'est-à-dire que si tu fais les Space Mountain, je faisais que j'étais un cosmonaute, donc j'appuyais sur des faux boutons, je faisais alors on y va, c'est parti, tac, 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 et je maîtrise, donc je suis dans ma navette. Et si ça peut m'aider, si mon métier peut m'aider, franchement. Mais je trouve ça tellement beau, t'as tellement un esprit sublime de se dire que ton imagination, elle te permet même de faire ça, je trouve ça trop beau. Bah ouais, mais c'est aussi notre propre de, tu vois, comédien, c'est-à-dire que moi je sais pas utiliser une arme, un machin, si dans des films il va y avoir des moments hyper deep ou des moments hyper, des extraterrestres, des choses qui vont jamais arriver, que je peux jamais vivre, faut que je les imagine. Donc faut que je sois prêt à ça. C'est trop beau, je trouve. Ah ouais? Bah c'est une petite parade que j'ai trouvée, ouais. Sinon je crie et j'en peux plus, ça me fatigue de trop crier, d'avoir peur. Et du coup, on a une question pour toi aussi, Pénélope. Il y a Mademoiselle Pa qui demande est-ce qu'il y a un sujet que tu n'oserais pas aborder en BD? Je suis pas très à l'aise avec les trucs de cul. Ah ouais? Ah, mais c'est vrai. J'arrive pas à décider du sexe. J'arrive pas. Je sais pas. J'essaye et je sais pas quel visage faire aux gens. Ah ouais, c'est les visages qui te posent problème. Ouais, je trouve que c'est dur parce que tu es obligé de livrer tellement de toi. Parce que quand tu dessines des visages en BD, c'est toi qui es acteur. Il n'y a que toi qui es acteur de tout le monde. De la boulangère, du héros, des enfants, du chien, c'est toi qui acte. T'es metteur en scène, t'es chef déco, t'es tout, mais t'es tous les acteurs dans une BD. Ton matériel pour faire le visage des gens, c'est des expressions que toi t'es capable de sortir, le visage. Donc t'es expressif pour tes persos. D'ailleurs, quand tu dessines, tu fais les têtes des gens. Donc tu fais tu vois. Et du coup, quand tu veux dessiner des gens qui baisent, ça veut dire que tu vas aller chercher dans ta propre visage pour dessiner les visages des gens qui sont excités, qui jouissent, j'en sais rien, tu vois. Je trouve que c'est quelque chose, je suis pas encore assez à l'aise avec mon dessin pour me dire, eh bien, ce visage que vous voyez, c'est clairement moi. J'y arrive pas. Ouais, je comprends. J'aurais pas de problème du tout à dessiner
tout ce qui est anatomique, ou tu vois, je suis pas mal à l'aise à dessiner un truc comme ça, mais dessiner de l'érotisme et des visages de gens dans un registre sexuel, je ferais et du coup je ferais comme je l'ai repéré chez plein de dessinateurs et surtout de dessinatrices qui sont pas à l'aise non plus, et ça se sent. On fait toujours un peu la bouche ouverte, les yeux fermés et les joues roses. Or, c'est pas ça les têtes qu'on fait dans la vraie vie. Je pense que les gens qui, comme moi, sont pudiques et disent autant dessiner 50 façons d'être en colère, d'avoir peur, machin. J'ai une palette extraordinairement subtile d'expression de visage. Mais pour tout ce qui est sexuel, je vais faire les yeux fermés, la bouche ouverte et les joues rouges parce que j'ai pas du tout envie de le faire en vrai. Et je pense que moi aussi. Donc, si on me dit, je te donne 3 millions de dollars, mais tu dois faire une BD de cul, alors je la ferai parce qu'il y a 3 millions de dollars. J'ai un prêt à rembourser, donc je le ferai. Ce serait vraiment, je souffrirais quoi, vraiment. Et je me dirais, j'ai peur. Et ce serait super timide, ce serait super fleur bleue parce que voilà, j'y arriverais pas. Mais c'est marrant, tous les visages c'est toi, mais alors pourtant il y a des visages, enfin il y a des, c'est toi qui joues des persos du coup. Oui. Ouais, voilà, donc il y a vraiment un côté où. D'ailleurs, un bon dessinateur qui a de bonnes expressions de visage chez ses personnages, tu peux être sûr que c'est parce que dans la vie, il est hyper expressif. Ça n'existe pas les gens peu expressifs qui font des dessins expressifs parce que tu peux, comme un acteur d'ailleurs, je pense, c'est Stanislavski quoi. Ouais. Tu vas chercher chez toi en toi, tu peux pas dessiner quelque chose que tu sais pas vivre toi-même. Donc si jamais tu sais pas faire une tête marrante, que t'as pas le sens de la petite grimace marrante, tu vas pas la dessiner, c'est pas possible. Même donc, si tu prends exemple sur d'autres. Ça va être figé, ça va être moche. Il y a que quand tu fais toi-même. Et un bon dessinateur, c'est un bon acteur. Et ça va un peu de pair. Et de la même manière, un bon dessinateur de trucs comiques, c'est qu'il est drôle. Pas possible d'être pas drôle. Voilà. Et je pense d'ailleurs que ça va de pair avec une observation subtile des gens, qui veut dire que tu es aussi un peu intelligent. Pour moi, les très bons dessinateurs, c'est des super observateurs, donc c'est des gens relativement intelligents, même si parfois, humainement, c'est des merdes, parce qu'il y a plein de dessinateurs qui sont vraiment des sacs à merde, mais il faut leur reconnaître... Ils sont intelligents. Une clairvoyance. Une finesse, quoi, un truc malin quand même, quoi. Ça se sent, c'est un malin, tu vois. Voilà. C'est quand la dernière fois que vous avez eu le cœur brisé? Ouais, c'est simple, il y a eu une fois. Ouais, je cherche en plus, moi. Ah, le cœur brisé. C'est pas forcément quelque chose de romantique, mais. Ah bah alors non, c'était cet été. Cet été, j'étais chez une amie et je suis allé faire la fête et je suis rentré à 6h du matin et elle m'avait dit malheureusement c'est compliqué donc il va falloir que tu sonnes et que tu me réveilles. Mais va faire ta soirée, il n'y a pas de problème et tout. Donc en fait je l'ai quand même réveillée à 6h du matin donc elle a pas envie de parler et tout. Et elle me dit un truc, elle me dit ah t'étais avec un tel machin, je fais ouais j'ai fait ça et tout. Et là, elle me dit bah ouais pas hyper classe et je me suis senti comme une merde. Et je commençais et comme j'avais un peu bu, je commençais à dire comment ça, pas hyper classe et tout. Et elle, ça lui a rappelé quand elle était avec son mec qui, quand elle avait un peu bu, il la lâchait jamais. Donc en fait, on s'est vraiment détesté alors que c'est une très 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 bonne amie. Et du coup, je suis allé me coucher avec le cœur brisé en disant c'est horrible, c'est horrible. Elle m'a mal parlé, elle m'a dit que j'étais pas classe sur un truc alors que c'est une amie, tout ça. Et en fait, le lendemain, on a parlé et j'étais en larmes de réconciliation de ah oui, vraiment, passons à autre chose parce que vraiment c'est trop pesant. Ça faisait très longtemps que j'avais pas vécu ça. Quand d'un coup t'es censé être en confiance et que du coup on appelle ça notre couac et maintenant ça nous fait rire quoi. Elle avait la flemme de mettre les formes sur sa phrase, qu'elle avait tort en plus de penser ça. Elle me l'a dit et que moi j'aurais dû lâcher l'affaire pareil et attendre le lendemain matin. Voilà. C'est pas évident des fois tu ressens des trucs que t'es pas vraiment censé ressentir, genre par exemple t'es énervé et moi ça m'arrive souvent, genre je suis saoulée d'un truc et je réalise pourquoi je suis saoulée, je suis là mais genre je ne suis pas légitime à être saoulée par ce truc là, mais il se trouve que je suis saoulée. Ouais c'est ça, et puis c'était surtout en fait c'est surtout trop tôt, elle avait déjà fait des efforts de dingue en m'ouvrant, en m'attendant toute la nuit, elle avait déjà été ça avait déjà sonné chez elle, elle pensait que c'était moi, elle était en panique. Voilà, donc j'étais un peu comme un ado qui arrivait et qui disait en plus un truc qui lui plaisait pas. Donc, les temps étaient partagés. En vrai, si ça avait été que moi qui étais coupable, j'aurais aussi pris les torts. Mais sur le coup, tu sais, ça fait une semaine que t'es en Espagne avec ton ami, tu passes des journées de dingue, tu te comprends, et là, d'un coup, tu te dis il y a un petit schisme. C'est étrange. En plus, la fatigue, ça aide pas. Ah ouais, ça m'a fait très bizarre. Je m'embrouille jamais avec mes amis, donc c'est tellement rare. Ah ouais, jamais Ouais, non.
Non, la grosse embrouille, non, parce qu'on parle avant et on se fait confiance. Et là, c'était un peu un côté où il y avait pas la confiance parce que rien ne s'y prêtait, quoi. C'était pas le moment. C'était surtout pas le moment. Du coup, c'est un peu redondant parce que au début, je me suis dit: «C'est quand même la dernière fois que j'ai eu le cœur brisé» et je pensais immédiatement romantiquement et du coup, ça date un peu, mais en fait, ça date pas tant que ça parce que avec mon mec, au début, on a eu, une seule fois une dispute, où on s'est dit que c'était la fin et en fait, c'était pour de faux. Mais pendant quelques heures, jours, c'était fini et j'en menais vraiment pas large, quoi. J'étais vraiment hyper mal. J'étais avec Simone dans un bar et tout, j'étais vraiment: «Ah, c'est horrible!» Ah ouais, vraiment le truc cinématographique. C'est pas possible, mais en plus pour des conneries et tout, c'était horrible. Puis ça s'est terminé de manière tellement cinématographique avec des petits mots laissés par terre dans mon salon avec des fleurs et tout. Parce que un petit chou, donc finalement voilà. Mais bon, il y a eu quelques heures. D'ailleurs, pour la petite histoire, c'est horrible, mais on s'est embrouillé par texto de manière vraiment crescendo. Tu sais, les crescendo, tu comprends pas à quel moment ça a passé la seconde. Tu dis quoi C'est parce que c'est par texto. En fait. On est parti de ouais, c'est ça ta gueule, ouais, c'est ça, à nana, puis après tu fais quoi, et tu te rends compte qu'on en est à le mieux, c'est peut-être qu'on arrête de se voir. Et tu fais attends, alors j'ai raté ce moment-là, et en fait, je rentrais en interview. Et donc, j'arrêtais pas de dire je peux pas te répondre maintenant, on s'appelle après. Je ne peux pas, je t'appelle après, on arrête cette conversation, je t'appelle après. Et en fait, il n'a pas du tout attendu après. Et il a continué à m'envoyer des messages tout seul pendant mon interview. Et quand je suis sortie, j'ai regardé d'un coup tous les messages. Et j'étais vraiment genre complètement même. Et en fait, j'ai filmé. Et je me suis dit, ça va être la pire, visuellement, la pire interview de ma vie, puisque le sous-texte, ça a été que je me suis séparée avec mon mec par texto avant l'interview, en fait. Donc, un bon petit sous. Tu l'as vu depuis l'interview? Non, je regarde pas trop les interviews, je t'avoue, mais je me dis, putain, celle-là, elle va bien super sympa, quoi. Et les questions, j'écoutais la question et je faisais, ouais. Et en fait, j'étais vraiment genre, concentre-toi, putain, sois présente, ne pense pas à ce qui est en train de. Et c'était impossible. Le mec me disait, est-ce que vous avez l'impression qu'aujourd'hui, dans la bande dessinée. Et j'étais genre, ouais, je m'en fous. Et j'avais envie de dire, est-ce que juste 2 secondes, je peux regarder juste mon téléphone 2 secondes? Et je me dis, non, tu finis ton interview, tu regarderas après et tout. Et après, j'étais genre, ah. Et donc, pendant quelques heures, je me suis dit, c'est fini. Et c'était horrible. Sauf que, en fait, c'est là où tu vois quand même que moi, je suis l'animal qui survivra à l'attaque nucléaire. Au bout de 2 heures, j'avais enclenché tu sais quoi? C'est peut-être pas plus mal. Tu vois? J'étais déjà dans le coaching personnel de, on va de l'avant, allez, machin, alors que mais je suis tellement habituée à faire ça, limite à me dire, mais tu sais quoi, quand j'y pense, c'était un peu un connard quand même et tout. Sauf qu'en fait, 5 heures après, c'était fini. Et j'étais genre, non, en fait, tu es le merveilleux, tu es l'homme de ma vie. Mais voilà, pendant quelques heures, j'ai eu le cœur brisé et je me suis dit, c'est fou parce que je suis dans le même état de petite merde que quand j'avais 14 ans, 22 ans. Vraiment, s'il y a bien un fil rouge de la vie où tu es toujours la même personne, c'est quand tu es en gueule de bois, quand tu as le cœur brisé, et tu es toujours la même personne, rien ne change. Et c'est vrai. J'ai à nouveau 14 ans, j'ai envie de crever, plus rien n'a de sens. Toutes les chansons vont me rappeler lui pour toujours, donc tout va être une épreuve. Tous les endroits de Paris vont être notre endroit, donc ça va être une épreuve. Ça va être affreux. Il n'y a rien que je déteste plus que de devoir oublier un mec. Je trouve que c'est vraiment la pire souffrance. Ouais. Je déteste vraiment si on devait pouvoir me l'infliger comme sentence pour, je sais pas, un excès de vitesse ou un truc comme ça. Et qu'on me disait, vous prenez quoi entre quelques mois de tôle ou devoir oublier un mec? Je prends la tôle. Parce que vraiment, le chemin de devoir oublier quelqu'un, tu sais, un truc un peu à la Eternal Sunshine. Ouais, j'y pensais. Si seulement je pouvais l'effacer et qu'une bonne fois pour toutes, non, je peux pas l'effacer. Je vais en chier tous les jours. Et telle chanson, je me mettrai à pleurer. Telle terrasse de café, je me mettrai à pleurer. Putain, pendant des mois, des années, et je détesterai tout le monde. Et mes potes, ils me diront, allez, viens, on va se changer les idées. Tu diras, mais je veux pas me changer les idées, putain, je m'en fous. Et je serai une merde. Et t'as beau l'avoir vécu 10 fois, c'est toujours de la merde. Et je déteste devoir oublier les mecs. Et en plus, dans ces moments-là, je me dis que je suis vraiment nulle, quoi. Je me dis, sérieux, t'as pas passé l'âge? Oh, t'es tellement genre sans pitié envers toi-même. Mais meuf, t'as des trucs à gérer, t'as du travail et tout. Tu peux pas passer la journée à dire pas de message. Je vais aller regarder s'il a mis une story, je peux te dire que tu vois, tu te dis, t'as quoi, t'as 13 ans ou t'as 40 ans, tu vois? Moi, ça me dégoûte quand je suis comme ça, mais bon, ça ne passe pas. Et je pense que j'aurai encore des chagrins d'amour de midinette à 85 ans. Et que je me dirais encore,
Ah bah ça y est, je pourrais plus jamais écouter telle chanson. Peut-être qu'à cette époque-là, on écoutera les chansons en hologramme, je sais pas. Vous allez voir cette aussi. Les chansons en hologramme, c'est original. Je vois cette voiture volante, je pense à lui. C'est quoi le truc le plus stupide que vous ayez fait par amour, par jalousie, par défi ou pour vous intégrer? Ah ouais. Moi, bah, le fameux gars qui j'étais à fond sur lui pendant 3 ans. Quand je savais à peu près conduire et que j'étais en conduite accompagnée, j'ai dit à mes parents, non, j'ai même pas dit à mes parents, je venais d'avoir mon permis, je suis parti avec une amie en disant, viens, on va chez lui, alors que c'était à 2 heures de route, hein, vraiment. On va lui faire une surprise, sachant qu'on n'est pas ensemble, depuis 1 an et demi, déjà c'est fini, arrête quoi. Donc très stupide, et donc en plus stupide parce que je préviens pas mes parents, je prends la voiture sur l'autoroute, première fois de ma vie, donc ça peut être hyper dangereux, si j'ai un accident, personne sait où je suis vraiment. Personne ne sait où on part. Donc très dangereux, tout stupide, voilà. Et j'arrive et vraiment il fait et on se cache dans sa chambre parce que je connaissais sa mère, mais c'était chelou. Et on est là, bah finalement on va rester dormir et tout. Et il était content d'être là, mais avec le recul, je me suis dit, mais c'était forceur de ouf, quoi. Comme s'il allait dire, ouais, si on ressortait ensemble, sachant que t'es venu avec une pote en plus, on a besoin de l'intimité. Soyons amoureux. Ouais, voilà. Non, mais forceur et stupide parce que dangereux, quoi. Je dirais. Moi, j'ai fait la même, mais en plus, ça n'a pas abouti. C'est-à-dire, à l'époque, quand j'étais plus jeune, mais pendant pas très longtemps, hein, j'avais vraiment une estime de moi extrêmement élevée et je sortais avec un mec qui avait vraiment rien à foutre de moi. Et rien à foutre. C'est-à-dire qu'il draguait des meufs devant moi, il n'en avait rien à branler. Il était vraiment horrible, mais j'étais folle de lui. Et du coup, c'était l'homme de ma vie, mais il me méprisait complètement. Et j'étais partie passer mes concours, c'était avant de rentrer aux Arts Déco. J'étais allée passer un concours avec des copines à Strasbourg. Et on était toutes parties à Strasbourg. À l'époque, il n'y avait pas le TGV. Donc, aller à Strasbourg, c'était un road trip, quoi. Donc, on était partis et tout. Et en fait, c'était un concours en plusieurs étapes, comme souvent les concours des écoles d'art. Tu viens une épreuve, et si c'est oui, tu restes le lendemain pour la suivante. Et si c'est oui, tu restes le lendemain, etc. Et donc, déjà, moi, j'étais partie avec mes copines. Et je savais que lui, à ce moment-là, il allait être tout seul chez lui tout le week-end. Et je m'étais dit, en partant, j'espère que je vais rater les épreuves pour retourner plus vite le voir. Donc déjà, on part sur vraiment un beau moral de championne. À me dire, j'espère que je vais rater mon concours. Comme ça, je serai un jour de plus avec lui, à me faire traiter comme de la merde. Donc, j'avais trop hâte de rentrer. Et mes copines, la plupart de mes copines, elles ont réussi les épreuves, restaient et tout. Et j'avais une copine qui rentrait et qui me disait, bah, moi, je rentre parce que j'ai raté la première épreuve et tout ça. Mais tout le monde restait et voulait en faire un moment sympa où on était entre nous et on restait pas sur un échec et on avait rarement l'occasion d'être tout ensemble avec mes copines de prépa. Et donc on s'est dit, venez, on passe tout notre temps ensemble. Et moi, je me suis dit, non, moi, je vais rentrer avec celle qui rentre. Je vais laisser toutes mes copines qui sont en train de passer une bête de week-end dont j'ai entendu parler pendant des années après, parce que je vais rentrer pour retrouver ce mec. Et on rentre en voiture et à mi-chemin sur l'autoroute, je l'appelle et je lui dis, j'ai une surprise. En fait, je rentre plus tôt. Et donc, déjà, il me fait, ah ouais, ça m'arrange pas. Mais t'avais pas. Et je dis, si, mais je rentre pour te retrouver. Et il fait, ah ouais, mais moi, là, j'ai les potes et tout, ça m'arrange pas, en fait. Hein. Et je fais, oui, mais je rentre quand même pour te retrouver. Et le mec, en gros, m'envoie tous les signaux plus ou moins subtils pour me dire, j'ai pas du tout envie que tu viennes, en fait. Je suis avec mes copains, tu me fais chier. Et je fais, j'arrive, plus que quelques heures. Et j'ai envoyé des messages en chemin, genre, je suis à 2 heures de Paris, je suis à 1 heure de Paris. Et il me répondait plus. Et en fait, mes copines m'ont laissé devant chez lui avec ma valise, etc. Et je suis montée au 5e sans ascenseur chez lui pour qu'il m'ouvre. Et donc, il n'était pas là. Et il était parti avec des potes. Et il n'en avait rien à foutre. Et il n'a pas répondu de la nuit. Donc, je suis rentrée. Voilà, et je suis rentrée chez moi et mes copines après m'ont dit, ah, on te fait des gros bisous, on espère qu'en tout cas c'était cool quand t'as retrouvé ton mec. Et elle fait, ouais, génial. Et en fait, j'étais rentrée chez moi toute seule et il en avait vraiment rien à foutre jusqu'au bout. Voilà. Oh merde. Quel abruti. Et après, j'ai continué à être comme ça avec lui pendant des mois, puis un jour il m'a larguée. Voilà. Wow. Donc vraiment, les filles, écoutez votre cœur, foncez. Mais attends, t'as arrêté ton concours du coup? Je l'avais raté mon concours. Ah, d'accord. Et je l'avais raté, mais je m'en foutais. C'était pas ça qui comptait l'événement, c'était que lui, il m'avait dégagé. Ça, c'était plus grave que mes concours. Et d'ailleurs, c'est un moment où j'ai passé plein de concours et je les ai quasiment tous foirés parce que j'étais tellement. C'est fou comme peut-être c'est pas le cas de tout le monde, mais moi, une relation de merde qui est un peu toxique, qui est un peu nulle, ça pourrit toute ma vie. Ouais. C'est que du coup, je suis pas une bonne amie pendant ces moments-là. Je foire le travail, les études et tout. Et vraiment, j'arrivais pas du tout à me ressaisir. Moi, c'était horrible. Mon seul truc, mon seul horizon dans la vie,
c'était un mec qui me traitait mal et j'arrivais pas du tout à sortir de ça. Et quand Du j'y coup, repense. et du coup, il y avait tu te complaisais là-dedans, ça t'allait? Mais non, pas du tout. Mais j'avais l'impression qu'il y avait une forme de pénitence. Tu vois, je me disais, à force, il va Ouais. finir par m'aimer. Ouais, tu vois? Tu vois, si je suis super et que je lui demande jamais rien, à un moment, il va se rendre compte que je suis géniale et il va m'aimer, quoi. C'était horrible parce que le mec se disait juste, je pense, je sais pas, je m'en fous, quoi. Parce que souvent, en plus, un manque de générosité affective comme ça, Mm, en tant que femme, tu interprètes comme il est mystérieux, mm. il sait pas exprimer ses sentiments, il est pudique, au lieu de se dire juste c'est une merde. Donc, c'est intéressant. C'est que même ces côtés-là, enfin, les femmes ont réussi à trouver des raisons pour se dire bon, on s'en contente. Et Bah, les sentiments du prince Charles, hein. ouais. Vraiment, si ça vous intéresse ce sujet-là, il y a la merveilleuse BD de Liv Stromkist sur le sujet qui s'appelle Les sentiments du prince Charles, sur comment les filles, on est élevées dans l'idée qu'il faut avoir des antennes pour capter les émotions non dites de tout le monde, en se disant j'ai l'impression qu'il a besoin que je me fasse discrète en ce moment, ou peut-être il a besoin que je sois à l'écoute, machin, et que lui, lui c'est un roc qui n'exprime rien parce que c'est un homme, parce qu'il a été élevé comme ça, et en fait ça nous rend très peu demandeuses, quoi. C'est qu'on se dit c'est comme ça. En fait, il n'y a pas de raison. Non. Je vous recommande vraiment cette BD si vous voulez la ref. Ouais. C'est Les sentiments du prince Charles de Liv Stromkist. Oui. Mais c'est un peu une BD qu'après tu vois tout différemment et c'est très compliqué. Moi qui n'ai pas un naturel énervé, je suis un peu plus énervé, j'avoue, suite à cette BD, sur la vie. Quand tu vois des fictions, des clips, des choses comme ça, des chansons, mais en même temps, au moins, tu arrives à les percevoir. J'ai La rose la plus rouge, c'est le s'évanouit déjà de Liv Stromkist à lire. Je crois qu'il doit être quelque part derrière moi. C'est quoi le truc le plus difficile dont vous vous êtes relevé? J'ai eu la chance de ne pas vivre des choses très 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 dures. Donc c'est plutôt lié à mon travail ou à des relations. J'ai une relation de travail très toxique pendant, on va dire, 8 ans. Et on va dire là, maintenant, je commence à m'en relever, alors que ça va faire 4 ans que ça s'est arrêté. Mais oui, maintenant, je m'en relève bien. Donc je dirais que je suis content parce que c'était vraiment pas parti pour s'arrêter. Et ouais, une relation de travail où tu as quelqu'un qui va tout faire pour donner son point de vue tout le temps, c'était très compliqué. Un peu vampiriser ton énergie, ouais, être tout le temps là, vampiriser, être ami avec tes amis, vouloir être là, ouais, c'était vraiment fatigant et t'as même plus le temps de penser. En plus, ça parlait c'était sur des choix de carrière, c'était sur des choix de personnalité, sur des choix de. En plus, mon travail est quand même vachement lié à mon développement aussi, tu vois, on va pas se mentir. Donc ça, c'était très fatigant. Et j'en ai quelques cauchemars encore, donc c'est pour dire que je me rends compte que c'était horrible en fait quand tu sors la tête de l'eau, quoi. Et tu fais waouh, c'était chaud, mais je suis hyper heureux d'être. Oh là là. Et plus le temps passe, je suis en mode et un jour de plus qui me sépare de ça, et un jour de. Je suis hyper content quand ça avance, quoi. Donc je dirais ça en ayant conscience que c'est pas non plus méga dur, mais en tout cas j'ai vécu des 8 ans qui étaient quand même assez. Bah quand même, ouais. 8 ans de relations toxiques. Ouais, c'était très. Ouais, avec le recul, c'est marrant. Et ça, c'est pas la libération de la parole, en fait, quand tu vois des gens qui parlent et tu dis ah, ok, en fait, c'est ce que j'ai vécu. Et ça s'appelle une relation toxique et c'est pas forcément lié que à l'amour. Ou alors, en tout cas, c'était unilatéral. Et c'est pour ça que ça mélangeait tout, mais c'était pas de mon côté. Et tu te dis ok, ça s'appelle comme ça. Et d'avoir mis des mots dessus et tout, tellement plus simple pour avancer. C'est ça qui est cool. J'ai l'impression que c'est un petit peu comme les relations amoureuses toxiques, finalement. Comme on en parlait, c'est une fois que t'en sors que tu réalises. Puis c'était presque ça, je vais pas non plus aller trop dans les détails, mais c'était presque ça de son côté en fait. Donc c'est ça qui était pas clair et qui l'a jamais été, et ça mélangeait plein de choses. Et là où c'était pervers, c'est que ça mélangeait le côté de je peux t'aider dans le métier avec en même temps je te veux dans mon lit et tous ces trucs là. Et quand tu commences et que t'es jeune, c'est hyper dur d'être clairvoyant. Et en fait t'as l'impression que comme la personne est plus âgée, tu lui fais confiance et qu'elle est plus mature et qu'elle est plus intelligente. Et quand tu te rends compte que c'est presque l'inverse, tu tombes des nues. Mais par contre, après, t'es vacciné, les personnes toxiques, tu les vois, mais à 1000 lieues. Quand tu te rends compte, t'es là, oula, mais alors t'inquiète pas, le côté. Voilà. Donc, j'ai l'impression qu'on est tous un peu passés par des relations un peu zarbe et tout, mais très content d'en être relevé, très heureux. Et du coup, toi, Pénélope, ça serait quoi? Bah, franchement, moi je réfléchissais et j'arrive pas à trouver un événement extérieur qui me soit arrivé qui a été plus dur que les autres. Tu vois, j'ai eu des trucs un peu nuls de famille, des deuils, des trucs comme ça, mais
Si je dois comme chercher le truc qui a été le plus dur et dont je me souviens du chemin pour me relever, c'est pas se relever parce que tu t'en relèves pas, mais moi je trouve que c'est la dépression. Je trouve que la dépression, c'est l'épisode le plus difficile de ta vie toujours, surtout quand c'est des épisodes. Et j'ai des souvenirs vraiment des moments où tu es vraiment dans le tunnel de la dépression, où rien ne peut t'aider, où tu fuis la compagnie des gens parce que tu te sens coupable par miroir du fait qu'ils n'arrivent pas à t'aider, c'est-à-dire que tu vois des gens qui te disent mais viens, on va se voir, ça va te faire du bien. Toi, tu sais que ça te fait pas du tout de bien, mais ils veulent bien faire, donc tu te sens désolé de leur infliger le fait que tu ailles toujours pas bien. Donc tu finis par te dire je vais leur dire que ça va mieux ou je vais pas répondre. Et quand on te dit ce serait cool de se faire un dîner, tu dis non, désolé, je peux pas. Parce que là, tu veux pas voir les gens parce que tu vas mal et tu veux pas leur infliger le spectacle de toi qui va mal. Donc en plus, tu es en train de te soucier des autres parce que tu as honte d'aller mal. Mais le fait est que tu vas très mal. Et il y a les gens qui te disent fais tel truc, ça va te remonter le moral. Donc c'est très pénible d'expliquer aux gens que la dépression, c'est pas ne pas avoir le moral en fait. C'est pas j'ai mal dormi et je suis grognon. C'est une vraie souffrance. Et qu'à part te soigner et prendre du temps pour toi, il n'y a rien qui fait aller mieux. Et je dis ça parce que c'est quand j'y repense maintenant à ces moments-là que c'est maintenant que ça me fait de la peine. En fait, quand tu es dedans, il y a un côté presque comme une couverture mouillée, tu vois. Elle est désagréable, mais bon, elle est plaquée à toi et puis ça devient ton quotidien. Et c'est après coup, quand tu y repenses et que tu te dis quelle horreur cette époque, c'était tellement horrible, j'en voyais tellement pas le bout, je cherchais des moyens que le temps passe plus vite. Je me disais, bon, on est déjà jeudi, bon, ça va bientôt être samedi, c'est cool, le temps passe, tu vois. Et tu te dis, mais c'était ça la vie, quel enfer la dépression, quelle solitude. Et je pense que à chaque fois que je vais répondre, conseiller une BD. Mais vraiment, je trouve qu'il y a quelqu'un qui a approché ça avec tellement de justesse, c'est Myrion Mal, dans ses qui est ce que j'ai lu de plus juste sur la dépression. Vraiment, j'en pleurais en le lisant tellement c'est presque désagréable, comme ça te remet dans les chaussons de ces périodes-là. Mais on sort pas de la dépression, mais on a aussi des moments où on s'en relève. Et se relever de ça et petit à petit te dire hey, ça fait 3 jours que j'ai pas pleuré. En fait, je crois que ça va. Et petit à petit, ne plus y penser et te dire je pense que là, pour l'instant, c'est derrière moi. Je sais pas pour combien de temps, mais maintenant, ça va. Et c'est à ce moment-là que tu prends vraiment la grosse baffe de repenser à quand ça allait pas bien et que tu te revois fondre en larmes dans la rue, passer une journée entière sur ton canapé à te dire je vais jamais réussir à me lever. Et je trouve que c'est dur et on en parle tellement mal et peu. Et c'est ça qui est terrible avec la santé mentale, c'est qu'il y a tellement un stigma de honte autour et de méconnaissance des gens qui pensent que c'est soit des gens ils s'écoutent beaucoup, hein, ils ont le temps d'avoir des problèmes, soit que c'est qu'une question de volonté, soit que c'est comme je disais, ne pas avoir le moral et qui comprennent pas vraiment du tout ce que c'est. Et le fait qu'il n'y a aucune issue quand tu es dedans. Je pense que si c'était plus discuté, mieux pris en charge, ça a un coût aussi, tu vois. Moi, je trouve ça fou que ce soit pas pris en charge de manière gratuite alors que c'est une souffrance la thérapie. Tellement de gens, et ça coûte tellement cher. Moi, j'ai la chance d'avoir les moyens, donc c'est cool. J'ai une super psy et qui a été super, voilà. Mais je saurais plus ne pas être comme ça. Et on laisse les gens vraiment sombrer. Et évidemment, l'année qui vient de passer, je pense, a vraiment accentué ça terriblement. Et c'est terrible. Et les gens que je connais dans mon entourage qui ont aussi des épisodes dépressifs, je garde toujours ça à l'esprit, tu vois, de me dire, je me demande comment ça va en ce moment. Tu sais que c'est en ce moment. Donc, être à l'écoute des gens, enfin, globalement, être à l'écoute de la santé mentale de tout le monde. Et pas partir du principe que si les gens ne disent rien, c'est que ça va. Et en fait, on ne sait pas du tout comment vont les gens. Eh bien, écoutez, je pense que je vais vous libérer. J'avoue que c'était tellement, tellement agréable de vous avoir, malgré les problèmes techniques. Hein, c'était quand même trop chouette. Je resterai bien des heures avec vous. Vraiment, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Merci d'avoir répondu à mes questions aussi, qui n'étaient pas toujours évidentes. Donc, voilà, j'espère que ça vous a plu. C'est super. Ouais, c'était trop cool. C'est chouette. On en a appris l'un sur l'autre. Ah oui.
Merci beaucoup aussi, vous sur le chat. Merci pour tous les follows. Il y a eu plein de nouveaux ce soir. Donc, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez découvert cette émission avec Pénélope et Alex, je vous encourage à déjà suivre cette chaîne si ce n'est pas déjà le cas. Et à peut-être regarder donc, les autres épisodes qui sont donc toutes les semaines sur Twitch en direct. Si vous êtes en train de regarder cet épisode sur YouTube, n'hésitez pas à regarder les autres épisodes et à venir en direct. Il y a des gens très cool dans le chat avec qui discuter, et si vous voulez répondre aux questions, c'est l'endroit où il faut se retrouver. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine émission, la semaine prochaine tout simplement, et je vous fais des gros bisous, et à vous trois aussi. Merci. Bisous. Ciao. Bonne soirée. Salut.